Bienvenue sur Just in Tuned, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Madeleine. Salut. Ça va ? Oui, et toi ? Oui, ça va. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Je suis super contente d'être là. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Eh bien, donc je suis Madeleine, ou Madose, ça dépend. Je suis graphiste. J'ai 30 ans. Enfin, je vais avoir 30 ans. Et je suis graphiste, du coup, depuis, maintenant que j'y pense, 12 ans. Okay. Ce qui commence à faire un petit moment. Et actuellement, je travaille pour, du coup, des entrepreneurs et des freelances. Et j'adore mon travail. Yes. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours ? Parce que là, pour le coup, tu dis que tu travailles avec des entrepreneurs, mais il y a eu du vécu avant. Eh bien, alors pour commencer vraiment au tout début, aux prémices de Madose, j'ai commencé quand j'étais au lycée, en fait, à l'époque de MySpace, jadis, le dinosaure de l'Internet. Feu MySpace. Feu MySpace. Et ça existe toujours, hein. Sérieux ? Ouais. Et en fait, je crois qu'on peut dire que ma carrière a commencé grâce à ce cher Tom de MySpace, du coup. Puisqu'en fait, j'étais donc sur cette plateforme le soir, hein, comme tout le monde. Et en fait, j'ai rencontré donc mon petit copain de l'époque sur MySpace. Et il se trouve qu'il avait un groupe de potes qui s'appelle Black Rain, qui est un groupe qui existe toujours. Et qu'ils avaient besoin de petites missions ponctuelles de graphisme. Et à l'époque, je faisais des trucs sur Photofiltre et sur une version craquée de Photoshop. Ça devait être Photoshop CS3, un truc comme ça. Et donc, en fait, j'ai commencé comme ça. Puis après, j'ai d'autres groupes de potes qui m'ont demandé de faire des petits trucs. Donc, je faisais des petits visuels en dehors du lycée. Après, j'ai commencé à faire des petits logos. Et puis, après, je me suis orientée vers le design d'objets. Donc plus rien à voir, mais je continuais en fait en parallèle parce que la musique c'est ma grande passion, surtout la musique métal du coup. Et voilà, en fait j'ai fait mes études, j'ai fait une licence éco-design, j'étais censée devenir designer d'objets mais ça m'a pas plu du tout. Du coup je me suis dit franchement YOLO, j'ai envie de travailler dans la musique, donc je vais continuer sur ma voie. Et en fait, le bouche à oreille faisait que j'avais tout le temps un groupe à qui faire un logo, une pochette d'album. Et voilà. Et j'ai fait ça depuis 2008-2009, je fais ça. Enfin, je faisais ça. Donc, voilà. Et combien de temps tu as bossé, du coup, dans la musique ? Eh bien, de 2009 à 2020. Waouh. Ok. Tu as aussi une casquette de directrice artistique, il me semble ? Ouais. C'est quoi la différence entre graphiste et directrice artistique ? Alors, pour la faire vraiment de manière, même pas théorique, parce que là, ça va être ma vision que je vais t'apporter. En fait, graphiste, j'ai encore du mal à faire la distinction entre les deux, parce que je vois mon métier de graphiste aujourd'hui de la même manière. En fait, si tu veux, directeur artistique, tu vas prendre en charge toute l'atmosphère d'un projet. Donc, que ce soit la direction que va prendre une séance photo, la direction que va prendre une campagne marketing ou n'importe quoi. Vraiment, en fait, c'est toi qui crée et qui gère l'univers d'un projet. Graphiste, je vais apporter ma patte, mais que sur certaines choses. Tout le reste, c'est pas moi qui vais le gérer. Voilà. D'accord. Et tu as une préférence, en fait ? Parce que en soi, j'imagine que c'est bien de tout créer. Et puis, des fois, ça doit être un peu plus reposant, juste de suivre un peu ce qui a été fait. Aujourd'hui, je vais pas te mentir, je préfère quand même essayer d'intégrer une dimension de vision artistique à ce que je fais. Même si je sais que beaucoup de graphistes ne se voient pas comme des artistes, mais comme des artisans de l'image. Moi, j'aime bien quand même garder cette vision globale. J'aime savoir d'où vient un projet, où est-ce qu'il va aller, et j'aime quand même donner mon avis et proposer des choses. Très bien. Par rapport au début dans la musique, qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier, en fait ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de dire, je vais faire un logo ? Surtout que c'était en parallèle de ton lycée, t'avais peut-être pas encore
réfléchi à comment est-ce qu'on fait un logo, sur quoi tu t'appuyais, comment tu as commencé en fait à faire ça, à tester, et à quel moment c'est vraiment devenu pro? J'ai fait un petit retour en arrière il y a quelques jours pour revoir des trucs que j'avais fait à l'époque. En fait, je crois que tout ça a démarré du fait que j'étais moitié gothique. Et tu sais, on avait tous un vieil appareil photo où on faisait des photos de nous. Puis tu sais, on avait tous la traditionnelle photo du visage de poupée un peu... comment on dit ? C'est une poupée de porcelaine cassée, là. Et en fait, j'avais commencé à faire ce genre de truc. Ok. Et comme je suis vraiment une grande passionnée de musique, j'adorais regarder les magazines et donc regarder les logos, etc. Et ça m'a donné envie d'essayer, en fait. Donc c'est vraiment de la curiosité. Et puis après, t'apprends sur le tas, quoi. Et donc t'as vraiment commencé avec Black Rain? Alors non, le tout premier groupe pour qui j'ai travaillé, je sais même pas comment prononcer leur nom, je crois que c'est Up Evil. Ok. Je sais pas si c'est Up Evil ou ah ouais, on a quand même une grosse différence de prononciation. Bah ouais. Le malaise. Alors, je crois que c'est un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a été super connu il y a quelques années dans la scène parisienne. D'accord. Et voilà, ça a été genre j'ai fait leur tout premier logo et ça me fait rire. Et ça fait rire les gens quand je leur dis c'est moi qui fais leur logo au début, quoi. Énorme. Tu m'avais dit, notamment par rapport à Black Rain, que tu avais fondé les Black Rain Girls. Qu'est-ce que c'est? Alors, les Black Rain Girls, avec beaucoup de recul aujourd'hui, je regrette tellement ça. En 2021, ce serait jamais passé. Féminisme et tout. Ok. En fait, si tu veux, c'est parti du fait qu'il y avait certaines filles qui leur envoyaient des photos d'elles avec le t-shirt du groupe. Ok. Black Rain, c'est un groupe qu'on peut situer à mi-chemin entre Motley Crue sur l'image et je sais même pas, en fait. Crash Diet, à la limite. Et donc, en fait, tu sais, c'est très glam, très sleaze, beaucoup de léopards, de zèbres, de cheveux crépés, etc. Et donc, il y avait pas mal de nanas, franchement, super bien gaulées, super sexy, qui faisaient des photos. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un super outil promo. Ok. Avec du recul, je me dis, pas du tout. C'était de la sexualisation à fond. Bah ouais, ok. Mais ça fonctionnait de ouf, parce qu'on m'avait appelée Mama Rain. Et on était, je crois qu'on était plus de 1000 quand même. Oh, et le merch se vendait de ouf. Ok, parce que j'ai fait des petites recherches et j'ai vu les t-shirts et tout. Enfin, ok. Après, là, les Black Rain Girls, du coup, je les ai carrément virés d'Internet parce que, comme je te dis, aujourd'hui, ça, c'est le genre de truc qui passe plus. Ouais, ok. Au moins, t'as appris. Puis t'as fait une expérience de ouf. Ouais. Ok. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Et ma première question, en tout cas pour essayer d'aider un petit peu les personnes qui nous écoutent, c'est pour travailler son identité visuelle, à quoi une artiste doit-il, elle, penser? Et qu'est-ce que ça englobe en vrai, une identité visuelle? Alors, si on parle purement d'un artiste, donc dans le monde de la musique, une identité visuelle, ça va être un logo, mais pas forcément, puisqu'aujourd'hui, les logos des artistes sont amenés à évoluer. Surtout si on parle d'une certaine niche. Après, c'est vrai que dans le milieu du métal et dans le milieu du rock, en général, on a un logo qu'on garde très souvent. Ça va être une sorte d'atmosphère qu'on va créer autour de son groupe ou autour de son projet, de son projet, voilà, et qui va faire en sorte que les gens vont nous reconnaître en fait tout de suite. Après, il y a beaucoup d'artistes qui choisissent de changer leur image au gré des albums. Mais pour commencer, moi, ce que je proposais toujours, c'était de commencer par le logo, de créer tout ce qui va être univers visuel, donc une palette colorimétrique. Ok. Plein d'éléments pour créer en fait une ambiance globale sur Internet. Et donc, par quoi on commence pour faire tout ça? On commence à réfléchir à ce qu'on aime bien. Et surtout, on essaie d'identifier le feeling qu'on a envie de faire passer. D'accord. Parce que tu peux pas, par exemple, être... je dis tu peux pas, mais en fait, d'un point de vue artistique, si tu peux, être un groupe de gros métal qui veut une ambiance un peu trash, etc. et partir sur du rose, quoi, par exemple. Tu vois, ça va pas délivrer le bon message tout de suite. Ok. Il y a quand même des codes, en fait. Aujourd'hui, dans chaque style de musique, oui et non, c'est compliqué parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre de la manière dont tu veux
penser ton projet, c'est-à-dire que soit tu peux choisir de rentrer dans une case et d'utiliser les codes du style. Par exemple, je vais repartir sur le métal, beaucoup de noir, beaucoup de métallisé, de trucs un peu genrés. Ou alors tu peux choisir de partir sur quelque chose de complètement abstrait, qui va plus coller à l'ambiance de ta musique ou à un sentiment, ou qui va faire écho à des paroles d'une chanson, etc. Et pour ça, j'imagine qu'on y réfléchit en allant chercher des informations autour de soi, sur Internet. On peut aller demander à son entourage. Moi, généralement, je ne le conseille pas. Parce que, de mon point de vue, et là, ça va être quelque chose de tout à fait personnel, la musique, dans tous les cas, c'est quelque chose de personnel. On ne la ressent pas de la même manière et elle ne vibre pas à la même fréquence chez tout le monde. T'as des gens qui vont visualiser des couleurs quand ils vont écouter de la musique. Moi, je visualise un tas de trucs quand j'écoute de la musique, donc forcément, je vais avoir une vision qui va se mettre en place, exactement de la même manière que quand tu lis un bon bouquin, en fait. T'as des gens, la musique, ça leur évoque rien du tout. Le mieux, c'est quand toi, tu fais ta musique, tu la connais, tu sais ce que t'as voulu dire. Généralement, t'étais dans un certain état d'esprit quand t'as composé ta chanson, quand t'as écrit tes paroles, etc. Et donc, en fait, il faut se baser sur toutes ces choses-là pour essayer de faire comprendre à la personne qui va écouter ta musique ce que t'as voulu transmettre. Après, ce sera à lui de broder autour, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là qu'intervient un mood board, j'imagine ? Dans la musique, t'es pas obligé de faire une mood board. Ok. Vraiment pas. D'accord. J'aurais tendance à dire que la mood board, ça va être la musique. Moi, j'aime bien toujours écouter la musique de l'artiste et savoir en fait quelle va être l'ambiance et m'imprégner un petit peu des couleurs de l'album ou de l'EP ou du single, n'importe, pour savoir vers quoi je vais aller. D'accord. Je suis en train de me remémorer la fois où on a fait un clip pour Dismo et au final, c'était quand même le réalisateur, tu sais, qui avait proposé des choses. Oui. Il y avait eu une discussion en amont sur de quoi parler, parce que c'était un petit peu scénarisé, de quoi parler la chanson. Qu'est-ce que les garçons voyaient... Là, c'est ma casquette de manager, du coup, qui parle. Qu'est-ce que les garçons voyaient pour le clip et en fait, après, tu sais, c'est vraiment... Le réalisateur, en fait, on fait les mêmes métiers, mais pas de la même manière. C'est lui qui va venir apposer sa vision et proposer quelque chose qui va coller à la musique et à l'univers que le groupe veut avoir. Et puis après, bien sûr, au niveau de la colorimétrie des images, etc., tout va s'emboîter au niveau de l'identité visuelle, puisque l'identité visuelle va englober tout ça. Et puis voilà, ça va créer son petit cosmos. Ok. Je m'attendais pas du tout à ta réponse de pas forcément besoin d'un mood board, en fait. Dans la musique, je crois que je n'ai jamais demandé un mood board à un artiste. D'accord. Et tu t'appuies sur quoi ? Vraiment que la musique ? En fait, je parle aux artistes. Enfin, déjà, il y a une grande discussion qui se fait. Je fais pas mal de recherches sur eux. Je ponce Internet pour savoir qui c'est, d'où ils viennent, pourquoi ils font ça. J'écoute beaucoup la musique en faisant autre chose et j'essaie de voir ce que ça évoque en moi. Et en fait, je fais partie de la catégorie des gens qui... Je crois que c'est les mélomanes. Je crois qu'on est mélomanes. Ouais, c'est un truc comme ça. Tu sais, les gens vraiment qui ressentent la musique, mais de manière assez intense. Et donc, tout de suite, je sais exactement, en fonction de l'émotion que ça va provoquer chez moi, quelle couleur je vais avoir envie de proposer. Et après, par contre, j'en parle à la personne. Voilà, j'ai écouté ta musique. Moi, j'ai ressenti ça. Est-ce que c'est ce que tu as voulu faire passer, etc. Et si on est sur un oui, ça veut dire que j'ai compris la musique et donc ça veut dire que ça va être simple de retranscrire visuellement le truc. Ok. Et dans le cas où des personnes ne fonctionnent pas comme toi, comment est-ce qu'on peut faire pour quand même proposer un mood board ? Eh ben, pour proposer un mood board à un graphiste ou à n'importe qui, en fait, c'est simple, Pinterest, où tu vas écumer la communication des groupes que tu aimes bien et dont tu aimerais t'inspirer. Donc ça peut être... si c'est pour une pochette d'album, tu regardes les pochettes d'albums que tu aimes bien, déjà. Le style. Et puis après, ça va être pareil, ambiance colorimétrique. Donc si tu peux rassembler des images
un petit peu dans l'atmosphère de couleurs que tu veux, tu colles tout ça sur une feuille A4 ou sur Pinterest, et puis voilà, quoi. Ok, aussi simple que ça. C'est vraiment une question de trouver des éléments qui vont rentrer dans ta vision. Et tu dis au graphiste ou à la personne qui va s'occuper de ta com, moi, je veux un truc qui colle là-dedans. Ok. Voilà. Ok. Pour les personnes qui nous écoutent et qui se demandent comment est-ce qu'on trouve des photos, des inspi, des choses comme ça, donc effectivement, il y a Pinterest, meilleur ami Google. Il existe aussi le site Unsplash qui donne beaucoup de photos qui sont très jolies et libres de droit, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Pexel aussi. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Et donc de faire une recherche par mots-clés, par mood, par couleur, par ce qui vous vient à l'esprit. Et donc, il va y avoir plein de propositions et à vous de faire le choix. Moi, tu vois, par exemple, en tant qu'entrepreneur, j'ai eu besoin de toi pour prendre justement ce qui m'inspirait, ce vers quoi j'avais envie d'aller, les couleurs, l'humeur, etc. Non pas que je ne suis pas, je pense, capable de le faire toute seule, mais c'est que c'est un vrai métier, mais c'est aussi un investissement, en fait, de faire appel à quelqu'un comme toi. Est-ce qu'on peut quand même, au départ, quand on est artiste ou groupe en développement, essayer de faire les choses soi-même, ou est-ce qu'il faut vraiment tout de suite investir là-dessus? C'est une priorité comme la qualité de sa musique? Alors, j'aurais tendance à dire aujourd'hui que pour essayer de réussir dans le monde de la musique, il faut bien comprendre que l'image aujourd'hui joue un rôle super important. Donc, même si on peut essayer de se débrouiller par ses propres moyens, c'est toujours possible. Si on touche un peu, ça peut le faire. Mais il faut quand même parfois se rendre à l'évidence. Il y a des trucs, c'est pas top. Donc, si on a les moyens d'investir généralement 6 000 € dans l'enregistrement et dans le mix mastering d'un album, techniquement, trouver 500 balles de plus pour faire appel à un graphiste, ça devrait pas tuer le groupe. Oui. Je m'entends là-dessus. Après, il est possible de faire des choses assez simplement avec... ça va me tuer de le dire. Avec Canva, par exemple. Je l'attendais, lui. Je me suis dit, si c'est un peu Voldemort. Ça m'a écorché la bouche. Est-ce qu'elle va arriver à dire le mot? Avec la plateforme dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais aujourd'hui, c'est possible. Après, honnêtement, pour le logo, je conseille de le faire par un pro dans tous les cas. Parce qu'il suffit que demain, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment ton album, il décolle. T'es la révélation de l'année, tu gagnes un Emmy Awards et t'as un logo de merde. Mais c'est la honte. Qui est même pas en PNG. Fond transparent. Ouais, qui est encore resté en JPEG. Qui est en JPEG avec un fond blanc, qui a même pas été vectorisé, et si tu l'agrandis un peu, ça pixelise. Non, il faut vraiment investir au moins sur son logo. Après, quand on a un album qui sort, c'est bien d'avoir des mock-ups. Donc je précise, les mock-ups, ce sont des montages qui montrent à quoi ça va ressembler. Ok. Mais voilà, en fait, le truc, c'est que si tu commences à passer par un graphiste, et ben après, faut y aller à fond. Il faut passer par un photographe professionnel et pas par ta tante qui fait des photos le dimanche. En fait, c'est un investissement. L'image dans la musique, aujourd'hui, oui, c'est un investissement. Indispensable et prioritaire au même niveau que sa musique. Si on a des ambitions, je dirais que l'investissement doit être à la hauteur de l'ambition. Ok. Justement, parler du logo. Alors, c'est vrai que, en tout cas, moi, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'un logo ne se fait plus en tant que tel. Souvent, c'est une typo, une couleur, et le nom de l'artiste devient le logo. Ça se fait beaucoup moins d'avoir un logo attitré, alors hormis, effectivement, dans la musique et le métal. Mais on va dire, globalement, comme les artistes ont l'habitude d'essayer d'apporter un concept ou une couleur différente entre chaque, des fois single ou en tout cas EP, album, c'est le nom de l'artiste qui porte la marque et qui évolue d'un point de vue visuel avec le projet. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il faut essayer de penser vraiment logo? Ou est-ce que avoir une typo, quelque chose pour son nom d'artiste, son nom de groupe, peut suffire? Alors aujourd'hui, je dirais vraiment que ça dépend de la notoriété de l'artiste. Ok. Une personne, par exemple, la première personne qui me vient à l'esprit, alors que je crois qu'elle a un logo, c'est Mylène Farmer.
Tu vois, c'est une personne qui n'aurait peut-être même pas besoin de mettre son nom sur son album, en fait. Tu vois. Par contre, aujourd'hui, quand tu viens de démarrer, c'est bien, en fait. Le logo, il est bien pour marquer l'esprit des gens qui vont acheter ton album ou qui vont consommer ta musique. Pour que, de ce fait, quand tu vas sortir un autre album, peut-être la personne n'est pas au courant, ça frappe son esprit, genre, lui, j'avais écouté son premier album. Parce que du coup, en fait, ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste vraiment lourdement. On va d'abord découvrir un artiste visuellement. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Une personne se balade dans les rayons d'Auchan et regarde un peu ce qui se fait de nouveau dans les CD, va tomber sur le CD d'une personne. En fait, elle va pas attraper le CD parce qu'elle aura entendu, elle va attraper le CD parce que la cover va lui plaire. Et oui. Peut-être que le logo va lui plaire, peut-être que la photo va lui plaire. Et en fait, l'acte d'achat et de découverte de cet artiste va être déclenché par le visuel. Sauf si le clip est passé sur TF1 au journal de 14h. Mais... Il a 13h, le journal, non ? Je sais pas, je ne regarde pas la télé. Je ne sais pas du tout. Chez nous, il est à 14h, on a un petit décalage. Voilà. Tu sais, pour moi, aujourd'hui, on était mardi. Donc, oui, c'est vrai. On va mettre ça sur le compte de la pandémie. J'ai perdu la notion du temps. C'est ça. Et puis, on est freelance, donc du lundi au dimanche, les jours se ressemblent de toute manière. Exactement. Voilà. Petit point Mylène Farmer. Alors, effectivement, là, j'ai ouvert Google vite fait, j'ai tapé Mylène Farmer logo. C'est son nom. Alors, peut-être qu'à l'époque, effectivement, il y avait un logo, mais aujourd'hui, c'est son nom qui fait logo. Et alors, il y a une typo récurrente sur le jeu entre le Y et le A, qui fait une diagonale. Mais c'est un logo. Ah, oui, mais c'est son nom. Ça reste un logo. D'accord. En fait, si tu veux, le Mylène Farmer, c'est, même si c'est son nom, c'est son logo. Oui. Okay. Le fait que le Y soit collé au L, j'ai ouvert Google aussi du coup, et que le F, la branche du F vienne faire la branche du A, même si c'est son nom, c'est son logo. Eh oui, ok. Et donc, mettre en forme son nom comme ça, c'est très bien, pas la peine d'avoir, je sais pas, un rond, un truc, non. Ok. Non, ça c'est quelque chose qui fonctionne pour les groupes comme AC/DC à la rigueur, parce que en fait il y a je vais faire le parallèle avec le monde du rock des années 80-90. En fait, si tu veux, à l'époque, ces groupes-là avaient ce qu'on appelle des sigles, parce que les jeunes gens prenaient des marqueurs et essayaient de redessiner les logos sur leur veste en jean. D'accord. Voilà, et en fait il fallait qu'un groupe, on le reconnaisse à son symbole, en fait, si tu veux. Parce que c'était la mode des symboles. Aujourd'hui, je trouve que ça sert à rien. Vraiment pas. Sauf si on compte faire un tas de merch. Oui. Dans ces cas-là, ça peut servir pour du merch. Généralement, c'est pour ça que c'est fait. Mais c'était fait généralement, tu sais, pour les patchs, parce que c'était plus simple à broder. Et puis parce que, en fait, c'était un courant de mode. D'accord. Tout simplement. Et puis en plus, avoir un symbole comme ça, je trouve que c'est très dangereux parce qu'il suffit que la personne qui conçoit ce symbole n'ait aucune connaissance de la symbolique de ce qu'elle va sortir. Et tu peux très clairement te retrouver avec un truc qui était utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale ou un symbole païen qui symbolisait un truc pas cool. Et en fait, ça, c'est... Enfin, tu tues ton groupe, quoi. Hein. C'est clair. Par rapport au merch, et puisque tu as eu quand même un parcours en design d'objets, est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi mis en place ? Ouais, j'en ai fait pas mal du merch, ouais. Ok, comment ça se passe ? Eh ben, ma foi, c'est plutôt simple. Hein. C'est comme de la conception de logo. Alors, soit tu peux faire de l'illustration, et donc dans ces cas-là, c'est tout un process, sachant que tu le conçois vraiment comme un produit qui va être imprimé. Enfin, comme un artwork de CD au final. C'est pas la même manière de penser que quand tu vas simplement faire un logo qui va pouvoir être apposé partout. Là, il faut que tu prennes en compte le fait que ça va être par exemple sur un t-shirt ou que ça va être sur une casquette ou n'importe quoi. Donc, tu as un format à respecter. Et surtout, ce qui va être vraiment très pénible, c'est que le merch ne fait pas le même prix suivant le nombre de couleurs que tu vas payer. À savoir que tu peux commencer par des t-shirts qui vont être imprimés en 2 couleurs.
Donc, il faut un artwork qui soit adapté à juste 2 couleurs. Tu peux faire de la quadrichromie. Donc là, tu vas pouvoir avoir toutes les couleurs, sauf certaines, il me semble, mais je suis même pas sûre. Puisqu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. D'accord. Et puis, les couleurs que tu vas voir à l'écran ne vont pas être les couleurs que tu vas avoir sur le t-shirt. Par rapport à l'impression ? Ouais, parce qu'en fait, c'est l'éternelle chose qu'on essaie de faire comprendre aux profanes. Ce qu'on voit sur un écran, c'est du RVB. Ok. Donc rouge, vert, bleu. Et en fait, ce qu'on voit en impression, si tu veux, donc les encres, c'est cyan, magenta, noir et jaune. Ok. Si je dis pas de bêtises, parce que je l'ai en anglais dans la tête. Et donc, du coup, en fait, les mélanges ne vont pas être les mêmes. Et il y a des couleurs que tu peux avoir sur un écran d'ordinateur, mais il y a des couleurs que tu peux pas avoir en impression, vice-versa. Ok. Par exemple, le beige est une couleur très compliquée à reproduire en impression CMJN. D'accord. Donc, c'est pas quelque chose que tu... Encore une fois, là, c'est pas quelque chose qu'une personne qui n'y connaît rien pourrait faire toute seule. T'as une chance sur 2 de faire des bêtises et de commander 500 t-shirts qui vont ressembler à rien du tout. L'angoisse. Voilà. Et de même, quand on commande, quand on fait presser des digipacks ou des CD ou n'importe quoi, c'est tout un process. Il faut vraiment connaître toutes les techniques d'impression pour ne pas faire de bêtises. D'accord. Donc, tu es en train de dire qu'à partir du moment où tu veux que ton travail sorte du digital et donc soit palpable, physique, que ce soit ta pochette de CD, que ce soit ton flyers, ton poster, je ne sais même pas si encore... ça fait 20 ans que je n'ai pas prononcé ce mot. Si tu veux imprimer un poster pour le vendre à ta tante ou sur ton stand de merch, de base, on est obligé de passer par un graphiste, une graphiste. Il vaut mieux. En tout cas, quelqu'un qui a les bases en impression. Ok. D'accord. Qui connaît les techniques et qui connaît les sorties de fichiers, etc. Parce que c'est pareil, tu peux pas envoyer un JPEG en impression. Là, ton imprimeur, il sort une hache et c'est fini, quoi. Ah non, mais vraiment, il y a encore des gens qui pensent qu'ils peuvent aller chez l'imprimeur avec un petit flyer qu'ils ont fait sur Photofiltre, qui a été tiré en JPEG, en RVB, etc. Honnêtement, je pense qu'imprimeur, aujourd'hui, moralement, ça doit être compliqué à vivre. Ok. En fait, alors si on essaye de résumer, qu'est-ce qu'il est indispensable de faire visuellement ? On parle de son logo, on parle son identité visuelle qu'on peut retrouver photo de profil Facebook, Insta, Twitter, YouTube, tout ce qui va être couverture, bannière, pareil réseaux sociaux, site internet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh ben le merch. Ok. Le CD. Ok. Enfin le CD, Digipack, le livret aussi qui va être dans le CD. C'est quoi Digipack ? Alors Digipack, c'est tu vois les CD en carton ? Oui. Enfin, les albums qui sont dans du carton aujourd'hui, ça, c'est un digipack. D'accord. Suivant, si le CD, il est dans une fente ou s'il est à l'intérieur de la couverture ou du cul du digipack, on peut appeler ça un digisleeve. En fait, il y a beaucoup de formats. D'accord. Tu peux avoir 2 volets, 3 volets, des CD qui se plient, etc. T'as le vinyle qui revient en force aujourd'hui. Oui. On fait toujours, malheureusement, des boîtiers cristal. Après, il y a quoi d'autre en termes de CD ? Le single, la petite pochette carton bête. Quand on veut démarcher des labels, ça fonctionne bien, ça. Et puis, la cassette audio est revenue aussi à la mode. Oui. Après, en même temps, c'est mignon. Mais effectivement, on est toujours sur un boîtier cristal. Exactement. Et c'est encore... là encore, il faut vraiment aller chercher les gabarits chez son imprimeur. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut respecter tout un tas de marges, etc., etc. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui s'y connaisse et qui soit minutieux. Parce qu'1 millimètre de dépassement, et c'est la catastrophe. Tout à l'heure, tu disais qu'à partir du moment où tu veux travailler ton identité visuelle, donc oui, il faut se faire accompagner donc DA, graphiste, photographe. Est-ce qu'il y a un ordre à conseiller de personnes à contacter en premier ? Alors, est-ce que c'est d'abord DA ? Est-ce que c'est d'abord graphiste ? Est-ce que c'est d'abord photographe ? Est-ce que c'est les 3 en même temps ? Est-ce que c'est personne ? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu conseilles ? Alors, si tu veux prendre un directeur artistique, tu contactes le directeur artistique en premier. Ok. Ça va être la base. Si tu veux pas prendre de directeur artistique, parce qu'on n'est pas du tout obligé de passer par un DA aujourd'hui, tu peux choisir de faire des photos promo si tu as déjà une idée dans la tête, donc avec un photographe, et ensuite faire appel à un graphiste qui va
qui va travailler avec les photos. Okay. Ce que je vais te dire va pas servir à grand-chose parce que tu peux aussi faire l'inverse. Tu peux aussi décider de passer d'abord par un graphiste qui va te dire, alors là, par contre, il faudrait des photos et il me les faut dans tel sens. Parce que tes visuels, on peut pas les concevoir qu'avec des photos en paysage ou qu'avec des photos en portrait. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui va faire l'accompagnement et qui va expliquer qu'est-ce qu'il va falloir faire en fait. Ok. Et toi, est-ce que tu avais une préférence ? Alors, pour Black Rain, je n'ai jamais rien géré de ce côté-là. D'accord. Pour pas mal de groupes pour qui j'ai travaillé par l'intermédiaire de Do It, je n'ai jamais non plus géré tout ce qui a été direction artistique, etc., ni photo. Okay. Par contre, quand je travaille sur Dysmorphic, comme c'est moi qui donne un petit peu les directions, en fait, si tu veux, les garçons vont, eux, demander à leur graphiste qui fait les pochettes, parce que c'est un mec qui est super spécialisé, super balèze là-dedans, l'ambiance qu'ils veulent, avec les couleurs, etc. Moi, je vais me baser dessus pour concevoir l'identité visuelle de l'ère de l'album. D'accord. Puisqu'on fonctionne par période. Mais par contre, c'est moi qui vais voir avec la photographe, pour tel visuel, il va me falloir telle photo, j'ai besoin que la photo soit cadrée de telle manière, etc. etc. Okay. Il faut que les garçons soient habillés de telle couleur, qu'il y ait tant de personnes sur la photo, ou que là, il n'y ait que cette personne, etc. Au niveau des fonds aussi, des photos. Ok. Ah, c'est du taf en vrai. On ne s'en rend pas forcément compte de l'extérieur. Non, on s'en rend pas compte. Et moi, j'ai remarqué que c'était aussi assez laissé de côté par les artistes. Alors que c'est vraiment très dommage parce qu'aujourd'hui, et en plus, depuis 1 an, là, on le voit, c'est très triste pour tous les artistes, mais du coup, beaucoup se mettent sur les réseaux et sont beaucoup plus mis en avant. La com et l'image, en général, ça joue un rôle super important à l'ère du digital. Tout à fait. Et puis même, un CD, c'est un bel objet, quoi. Enfin, je sais pas si je fais encore partie des rares personnes qui achètent encore des vinyles et des CD. Ah, je trouve que c'est un bonheur de découvrir un vinyle ou un CD. Le plaisir de galérer à sortir le livret pour découvrir les photos dans les pages, etc. Là. Ouais. J'adore ça. J'adore. Et surtout, Architect, je l'ai acheté en vinyle parce que j'ai un crush sur la pochette. Genre, tu vois, elle est posée sur mon bureau et je ne fais que la regarder parce que je la trouve. Mais alors, tellement magnifique et tellement lourde de sens. Et quand tu comprends les paroles du groupe, tu te dis, mais c'est du génie. Alors, sans transition, comment est-ce qu'on choisit le visuel de sa pochette ? Ça va vraiment dépendre du message que tu veux faire passer et de l'ambiance de l'album. Tu peux te baser sur les paroles. Généralement, c'est ce que les artistes font. Sur le thème principal de l'album, par exemple, là, je vais parler de la pochette d'Architect vu que je l'ai sous les yeux. Pour faire simple, on a juste un cosmonaute ou un astronaute, je ne fais pas la différence, dans une église. Il n'y a rien d'écrit. C'est une photo. Ok. Mais quand tu la transposes au thème de l'album, ça fait sens tout de suite. C'est par rapport à la mort et l'ambiance actuelle depuis 1 an. Et donc, en fait, on peut venir choisir de reprendre le thème général de l'album et de le faire retranscrire visuellement, que ce soit une photo, ça fonctionne très bien, ou un illustrateur. Ok. Ça fonctionne aussi. Dans le métal, on aime beaucoup les illustrations. D'accord. Après, tu as des gens qui vont faire des pochettes qui vont coller au genre musical. Là, je vais penser notamment au death metal où tout le monde a un peu les mêmes pochettes. En fait, c'est vraiment ça va être un choix personnel et un choix artistique des artistes. D'accord. Ou alors après, tu vas avoir Sony Music qui va te dire je veux que tu sois pris en photo avec tous les colliers bling bling que tu possèdes. On va coller ça dessus et ce sera parfait. Ce qui se fait aussi. Ce qui se fait aussi. On va se faire un petit point Instagram parce qu'il faut quand même dire que c'est ton terrain de jeu favori. Comment un artiste peut-il créer un feed visuellement fort tout en étant sincère et authentique dans sa communication ? Alors, Instagram dans le milieu de la musique, je trouve que c'est tout un débat, vraiment. Là, tu vois, je vais attraper le Instagram de n'importe quel artiste. On va partir sur Epica. Si je regarde, il y a une cohérence dans les visuels au niveau du graphisme. Tu sais, les visuels qui vont être créés de toutes pièces. Et alors, eux, par exemple,
ont fait faire un shooting photo monstrueux. Ok. Je sais pas combien de photos ils ont eu, mais pour la promo de l'album, c'est un truc de ouf. Donc, tu as une cohérence visuelle dans les couleurs qui ont été choisies dans les photos, etc. Ça, si tu veux avoir un feed relativement harmonieux, c'est ce que tu peux choisir de faire. Ok. Donc déjà, avoir des photos qui collent à peu près à l'ambiance du visuel de l'album, c'est cool. Après, tu peux faire le choix de partir à l'opposé. Honnêtement, pour te donner une réponse bien sincère, c'est très compliqué aujourd'hui en tant qu'artiste d'avoir un feed aussi beau que le feed d'un entrepreneur d'aujourd'hui. Parce que tu vas forcément reposter des affiches de concerts, replay concerts, pardon, ou tout un tas de choses en fait que tu n'as pas créées pour en faire la promo, et ça va pas forcément s'intégrer dans ton feed. Là, tu vois, je vois des couvertures de magazines, et en fait, il y a rien qui va. Pas de cohérence. Pas le bon Donc, format. c'est compliqué. En plus. Voilà. Comment on s'en sort alors? Parce que Epica, ils ont eu du budget, ils ont eu un énorme shooting photo. Un artiste, un groupe qui se développe, c'est peut-être Tata le Dimanche qui va aussi prendre des photos. Donc comment est-ce qu'on peut déjà essayer de créer une cohérence, en tout cas que visuellement il puisse y avoir une couleur, qu'il puisse y avoir un mood, qu'il puisse y avoir que le message soit transmis, et que finalement, puisqu'Instagram est quand même un réseau social fortement utilisé, c'est aussi potentiellement par ce réseau social que les gens vont vous découvrir. Donc comment est-ce qu'on attire l'œil sans passer pour un espèce de panneau publicitaire à la Lévis, tu vois, un truc où c'est que de l'autopromo, hyper aseptisé. Alors, il y a une chose qui mérite d'être mis en avant quand même, c'est que dans le monde de la musique, on fait pas autant attention à l'ensemble du feed que nous, on peut y faire attention, et même si c'est une bêtise, dans le monde de l'entrepreneuriat et du freelancing. Si tu veux, sur Instagram, vraiment, les musiciens, eux, le plus important, c'est que leur visuel soit vu quand les gens vont scroller. Parce que c'est très rare, au final, que tu ailles sur le profil d'un artiste pour voir quelque chose. Du coup, le plus important, c'est de mettre en avant l'information tout de suite. Si c'est pour annoncer une date de concert, encore une fois, je suis désolée. C'est vrai que ça change tout. Si c'est pour annoncer une date de concert, il faut que la date de concert soit mise en avant, que le lieu soit mis en avant. Tu vois, que l'info transparaisse tout de suite. Après, les petites infos, on les met dans la légende. Donc, on va reprendre, par exemple, des couleurs de l'album, si c'est nous qui avons eu le plaisir de faire le visuel. Si c'est l'organisateur qui l'a fait, on reposte ce que l'organisateur il a fait, et dans tous les cas, les gens vont le regarder. Là, sur cette question, il n'y a pas de bonne réponse. Non, mais je crois qu'en tout cas, tu as fait du bien aux personnes qui écoutent l'épisode, parce que c'est vrai que Instagram, c'est purement visuel de base, et les artistes qui m'entourent sont un peu complexés par ce truc trop visuel de du coup je mets quel filtre, et puis du coup mais cette photo elle est juste belle mais j'ai rien à dire parce que c'est pas mon mood, et puis là j'ai envie de mettre ça mais ça va faire dégueulasse dans mon feed, et ça crée vraiment des complexes, parce que finalement comme tu l'as dit, entrepreneur, freelance, entreprise, tout ça, on met un point d'honneur à avoir un feed beau, et je suis très fière du mien. Mais du coup ça crée des complexes aux personnes qui ont juste envie d'être nature et d'avoir envie de partager ce qu'ils ont envie de partager, sans se dire ah là je suis pas passée par Photoshop, j'ai pas mis le même, ou même Lightroom, ah là j'ai oublié, j'ai pas mis mon preset, machin, ça va faire dégueulasse, etc. Donc ta réponse, elle est pas bonne ni mauvaise, mais en tout cas elle aide, parce qu'elle va décomplexer les personnes sur l'utilisation d'Instagram. Et puis finalement, en fait, le feed leur appartient, enfin, ça vous appartient. Donc, si vous mettez un visuel pas très beau, mais que c'est pour en faire la promo de votre sortie ou d'un concert, je l'ai dit à voix basse, à un moment donné, il faut l'enlever, donc c'est pas grave. Ouais. Mais c'est surtout qu'en fait, aujourd'hui, moi, tu vois, par exemple, je pars du principe que le plus important dans la communication d'un artiste, c'est l'interaction qu'il va avoir avec les gens qui le suivent. Et oui. Puisque finalement, c'est les gens qui le suivent qui vont faire que l'artiste il va continuer à faire de la musique ou pas. Oui. Et pour moi, c'est aussi important, par exemple, là je vais parler d'un sujet
qui fâche, puisque c'est quelque chose qui avait lieu jadis en concert. Pour moi, c'est très important d'avoir une sorte de proximité avec l'artiste. Je déteste les groupes ou les artistes qui sont super froids sur scène. Oui. Parce que du coup, je vis mal le truc, quoi. Alors que si t'as, je pense par exemple à Devin Townsend qui fait des concerts de taré, mais juste en étant lui-même, il est nature, quoi. Et tu passes un bon moment. Et sur Instagram, sur Facebook ou n'importe quoi, moi, j'aime bien les artistes qui sont humains. Ça sert à rien d'aller faire sa Mylène Farmer, justement, et de passer pour un ovni, si derrière, en fait, il n'y a pas de chaleur humaine, en fait. Bien sûr. Donc, pour moi, le feed Instagram, là, ça sert vraiment à rien de se complexer pour ça, puisque c'est secondaire. C'est un outil, hein. Vraiment, Instagram, il faut que ça reste un outil. Il faut pas qu'on soit asservi par Instagram. Puisqu'au final, c'est vers ce quoi on tend, malheureusement, aujourd'hui. Puisque c'est la compétition de celui qui aura le plus beau feed, etc. Alors que de base, c'est une application pour partager des photos de sa bouffe, quoi. Aujourd'hui, Instagram, pour moi, ça vaut vraiment pas la peine de se complexer pour ça. Justement, ça rejoint totalement l'épisode qui sort ce soir, donc ce soir 17 mars, avec David Romieux, où justement je lui demandais, est-ce qu'il faut créer un concept autour de son projet, autour de sa communication, de son message, ou est-ce qu'on peut simplement être soit artiste, donc son soi-même d'artiste, et le dire et être nature. Et lui donc disait que bon, les concepts, ça va, c'est sympa, mais sur une carrière, peut-être que ça va pas accrocher parce que les gens, ils vont s'arrêter sur le concept. Ils vont peut-être pas comprendre la musique, ni le message, ni le personnage, ni le vrai humain derrière. Donc, si on le pense carrière, peut-être être simplement ce qu'on est et dire ce qu'on a à dire et partager ça avec les gens, tout simplement, et le communiquer le plus naturellement possible. Je suis entièrement d'accord. Je peux pas être plus d'accord avec cette personne. Franchement... Parfait. Amen, parfait. Ok. Donc voilà. Donc essayez en tout cas plutôt, parce que moi, j'ai un feed fait par Madeleine, donc je peux plus essayer, c'est pas possible. Mais voilà, essayez de pas vous prendre le chou. Postez des photos et si jamais vous savez pas si cette photo-là passe ou pas dans votre feed parce que vous dites mais c'est mon repas, c'est mon café ou j'ai rien à dire, il y a la story qui est là pour vous sauver la vie, quoi. Soyez naturel, faites des stories, des reels, des IGTV, ce que vous voulez. Mais oui, Instagram est un outil et c'est pas votre vitrine. Ouais, et puis de toute façon, il faut garder à l'esprit que ce qui va plaire à certains va déplaire à d'autres. Absolument. Et ce qui va déplaire à d'autres, va plaire à encore d'autres personnes. On peut pas, en fait, on n'est pas universel. Je crois que c'est dans Wayne's World qu'ils disent que même Led Zepp écrivait pas des chansons qui plaisaient à tout le monde. Ou les Beatles, je ne sais plus. Il faut garder ça en tête. Voilà. Quel est le projet qui t'a apporté le plus de fierté ? Alors là, c'est compliqué. L'illustration que j'ai fait pour la chanteuse Dark Enemy. Ok. En fait, c'était quelque chose que j'ai décidé de faire de moi-même. C'était même pas une commande. Et en fait, elle est tombée dessus et elle l'a utilisée sur tous ses réseaux sociaux. Et du coup, j'avais tous ces fans qui m'écrivaient pour me dire que c'était trop bien, etc. Et j'ai eu plein de commandes d'illustrations derrière. Waouh. Ah oui, parce que du coup, j'étais illustratrice aussi, putain de temps. Jadis. Et du coup, en fait, j'ai adoré. Ok. C'était trop cool, en fait, d'avoir la reconnaissance d'une personne que moi-même j'admire, mais dont le manager a quand même voulu me foutre en procès une année après. Ok. Pour quelle raison ? J'étais quand même super fière. La manageuse de Alissa White Gloves, aujourd'hui, c'est l'ancienne chanteuse de Dark Enemy. Ok. Et en fait, si tu veux, j'ai été confrontée à ce qu'on appelle le droit à l'image. Puisque on m'avait demandé si je vendais l'illustration. Et donc, moi, qui gagnais pas beaucoup d'argent, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Ok. Et sauf qu'en fait, tu sais, c'était une représentation artistique, pas quelque chose de fidèle. Donc, la loi française, là-dessus, est très claire. Si c'est pas une représentation fidèle, et si tu as la permission de la personne, y a rien qui s'oppose à ce que tu le vendes. Ok. Sauf que la loi aux États-Unis, c'est pas la même. D'accord. Que la loi au Canada, c'est pas la même. Et que la loi en Suède, c'est pas la même. Nickel. Et donc, étant donné que cette personne fait partie d'une entreprise gérée à la fois par la Suède, par le Canada, parce qu'elle est canadienne, mais que son label est américain,
Quand tu reçois un petit mail qui te dit oui, en vertu de machin, le tribunal de Californie pourrait vous condamner à 10 000 euros 10 000 dollars de trucs, tu te dis ok, c'est bon, et j'ai tout retiré d'Internet. Wow. Mais l'illustration est toujours sur ses réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Mais je suis toujours super fière de ce truc. Quoi. Oui, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça fait presque 2 ans que tu travailles plus dans la musique ? Non, quoi ? 1 an ? 1 an que tu travailles plus dans la musique ? Écoute, fin 2019, j'ai arrêté. Ouais. Plus de commandes pour d'autres artistes, plus rien. Dans ces cas-là, c'est que avec le projet de ton copain. D'accord. Ouais. Ça ne te manque pas ? Pas vraiment. Okay. En fait, ce qui me manque pas, c'est la galère que c'est de travailler avec les musiciens. Ok. Des rôles. les musiciens, on va dire que c'est les pires clients du monde. À savoir qu'ils veulent beaucoup de choses, mais ils ne sont pas prêts à céder 1 mètre de terrain quand tu as une idée un peu créative sur leur projet. Donc c'est très compliqué. Généralement, et je sais que je vais me faire frapper, hein, mais franchement pas grave, c'est les pires payeurs du monde. C'est des radins de ouf. Donc, genre sinon, vraiment, c'est un podcast sur les coulisses de la musique. Bonjour. Ah, on dévoile. On va pas se mentir, vraiment. Autant j'ai travaillé pour des groupes, vraiment, tu leur sortais un devis, tu te disais ouais, ok, c'est bon, je signe ton devis, pas de problème. J'ai eu des groupes comme ça où ça se passait très bien, et généralement, c'était des groupes qui avaient compris que l'image jouait un rôle fondamental. Ouais. Par contre, tu vas avoir des groupes qui vont être capables, donc, encore une fois, de te lâcher 6 000 balles dans l'enregistrement d'un album. Je vais pas donner mon avis dessus, mais qui, par contre, te donner 150 € pour un logo. Ouais, c'est la fin du monde. C'est un tarif d'amis, en plus, 150 €. Ouais. C'est clair. Alors là, c'est vraiment pas possible, quoi. Enfin, non. Et du coup, en fait, c'est très frustrant parce que, du coup, tu ne fais pas les choses avec plaisir, même si j'adore la musique. J'ai commencé, en fait, à prendre moins de plaisir à l'écouter, à moins aimer travailler, et du coup, à me dire, ouais, bah, en fait, ça, j'y passe 3 semaines, mais je suis payée pour 2 heures de taf, quoi. Ouais. Et tu peux pas faire ça. Tu peux pas passer ta vie à gagner 250 € par mois, et en plus, des fois, t'as des groupes qui ne payent pas. Donc... Ou, enfin, en plus de ne pas payer, on est sur des mails incessants, on est sur des appels incessants souvent, des WhatsApp, après un silence radio pour des validations, un silence radio pour la facturation. Et puis un jour, tu vois le CD qui sort avec ton logo, et t'es là, ok les gars, j'imagine que c'est validé du coup. Clairement, et puis il n'y a aucune notion de respect du travail ou des valeurs. En fait, là, je vois, j'ai un groupe et j'ai encore le doute de ce que je dois faire. Je leur ai fait un visuel pour, donc jadis, il y a 2 ans, pour une projection vidéo. Et il y a 6 mois, j'ai découvert qu'ils avaient utilisé le visuel pour un CD et pour toute une ligne de merch. Or, ça n'avait pas été facturé pour être quelque chose qui serait vendu. Et en France, la loi, elle est très claire. Quand tu vends une création qui va être vendue, donc qui va générer des pépettes, toi, soit tu touches une commission, puisque c'est toujours ton œuvre, et je n'ai jamais cédé les droits sur cette création. C'est là où le groupe a un peu de soucis à se faire si un matin l'envie me prend de leur envoyer un petit recommandé. Soit tu factures en fonction du fait que ça va être vendu. Et dans ces cas-là, tu factures un peu plus cher. D'accord. Mais tu touches ta bille quand même, quoi. Oui. Et c'est un groupe qui a un label. Donc c'est un groupe qui touche un peu d'argent quand même. Ouais. Enfin, c'est relatif. Mais c'est un groupe qui a des moyens. Et là, ce coup-là, en fait, je me dis, c'est un manque de respect total, quoi. Vraiment, aucune valeur. Justement, là, tu as abordé un peu la notion de droit d'auteur. C'est comme dans le son, en fait. Toi aussi, en tant qu'artiste créative, graphiste, tu as des droits d'auteur à céder ou non. Clairement. Et c'est là que j'arrive pas à comprendre pourquoi les artistes arrivent pas, enfin les artistes dans la musique ne comprennent pas ce concept. Parce que demain, le petit groupe du coin, il retrouve sa musique sur une pub pour des tampons. On leur a pas demandé la permission, ils vont faire la tête. Ah bah oui. Moi, en tant que
que graphiste qui faisait donc des artworks pour les artistes. Quand c'était distribué dans des magasins ou n'importe quoi, c'était facturé en fonction. Mhm. Quand je faisais des artworks de merch, c'était facturé en fonction. Parce qu'en fait, il faut voir la chose comme j'ai fait une production visuelle qui, certes, a été réglée, mais ils vont se faire de l'argent derrière dessus. Mhm. Donc, tu es obligé, et de toute façon, la loi, c'est la loi en France, tu es obligé soit de prendre une com sur les ventes, si tu n'as pas cédé tes droits, soit tu cèdes tes droits, et dans ces cas-là, tu n'as le droit à rien du tout, mais dans ces cas-là, tu factures tes droits, genre tu cèdes ta création, ouais. Et donc ça a un coût, puisque tu cèdes ton fichier source. Bien sûr. Soit tu fais pas les choses comme il faut, et puis tant pis pour toi, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais c'est sûr. Et c'est vrai que c'est là où c'est pas compréhensible, c'est qu'effectivement, tu es artiste comme les musiciens, et ceux qui n'ont pas compris l'importance visuelle, mais surtout ton rôle à toi, c'est chaud, quoi. C'est chaud que tu sois la dernière roue du carrosse. Clairement. Surtout que moi, sur toutes mes créations visuelles, en France, j'ai un droit moral dessus. Donc le droit moral, c'est que tu revendiques que c'est toi qui l'as fait, et dans tous les cas, moralement, le truc t'appartient. Oui. Si t'as pas cédé tes droits, et c'est là où c'est un peu compliqué la cession de tes droits là-dessus. Par exemple, donc sur l'illustration que j'ai fait pour le groupe qui l'a vendu sans me demander la permission, comme j'ai toujours les droits, il y a vraiment rien qui m'empêche de le vendre. Et oui. Ou de le vendre à un autre groupe. Et ils peuvent pas se retourner puisque de toute manière, ils ne m'ont jamais demandé de leur céder les droits sur la création. Comme je suis encore 100% propriétaire du truc, déjà et d'une, ils doivent me demander la permission si l'utilisation sort du contexte dans lequel elle a été réalisée. Bien sûr. Et facturée. Et ils peuvent rien dire si je l'utilise à d'autres fins. Ah oui, ce point juridique était important. Vraiment. Oui, mais parce qu'en fait, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'aujourd'hui, les musiciens sont très à cheval sur la récupération des sous à la SACEM. Oui. Tu sais, quand ça joue en concert ou quand ça passe à la radio. Le droit d'auteur, c'est tout utilisé. court, quoi, ouais. Voilà. Mais par contre, ils ont beaucoup de mal à comprendre que pour le graphisme, c'est la même chose. Oui. On est tous dans le même bateau, au final. Hein. C'est ça. Absolument. C'est la propriété intellectuelle. À partir du moment où ça sort de ta tête, c'est pépette. C'est ça. Et c'est donc une punchline, ça. J'avoue, tu peux la garder. Je te la laisse, je vais pas la payer, celle-ci. Elle ne sera pas réutilisée, c'est bon. Mais du coup, ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles tu as arrêté de travailler dans la musique. En partie, ouais. Ouais. Mais c'était surtout le fait que ça commençait à me dégoûter moi-même de la musique. Mais ouais, en fait, aujourd'hui, j'aspire vraiment à quelque chose de plus carré, de plus professionnel, où les gens comprennent mes valeurs et où je travaille avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, surtout, où on a une ambiance de travail qui est cool. Ouais. C'est pas genre, j'ai besoin du truc pour dans 3 semaines, et puis finalement, le mec se réveille 2 jours après, ah non, en fait, il me le faut pour demain. Ouais. Tu sais, il y a des types de personnes, en fait, on va dire, aujourd'hui, dans le monde de la musique, et à chaque fois, tu les retrouves, ces types-là. Mais alors, ne parlons pas des organisations de concerts, etc., parce qu'alors là, c'est pire que tout. Ah ouais. Moi, j'ai fait scène, j'ai fait, du coup, graphisme, et j'ai travaillé en agence, avec une agence, du coup. Une préférence ? Franchement, j'aime bien le côté scène. Ok. Je crois que si je devais me retirer complètement du milieu de la musique, ce qui me manquerait vraiment beaucoup, c'est l'ambiance. Le truc un peu... tu sais, ça reste un peu underground quand même, la scène. Enfin, dans le milieu du métal, en tout cas. Bien sûr. Et j'adore l'ambiance qu'il y a, que ce soit avec les techos ou les gens qui vont s'occuper de la salle, toute l'effervescence qu'il va y avoir avant un concert. En amont, tu sais, pas le jour du concert, mais genre des jours avant. Ok. J'adore ça. Je serais même prête à te dire que j'aime bien faire 8 heures de route avec un groupe dans un van, quoi. Oui, c'est possible, c'est l'ambiance, hein. Avec ce que ça implique, hein, parce que combien de mecs ? 5 mecs et une nana dans un van. mais ouais, moi, c'est vraiment une ambiance que j'adore, quoi. Justement, on est à moitié en train d'aborder la place de la femme. T'as souvent été la seule nana au milieu de tout le monde ?
Ouais. Ok. Comment ça se passait ? Eh ben alors en fait, ça dépend vraiment. Il y a des projets sur lesquels ça s'est très bien passé. Il y a des projets sur lesquels, pour parler de Black Rain ou avec le management, c'est parti très loin, mais pas pour les bonnes raisons. D'accord. Tu sais, dans le milieu du métal et du rock, t'as toujours cette vision de la nana qu'on associe à la groupie, etc. Bien sûr. Je te parle pas de l'hypersexualisation du truc. Du coup, généralement, même si tu as un cerveau, tu restes une paire de seins et une paire de fesses. Ton identifiant, hein, clairement, tu es la paire de nichons, quoi. Vraiment, tu sers qu'à ça, quoi. Après, j'ai réussi, du coup, à me faire respecter quand même en tant que graphiste. Mais j'avais toujours quand même des gars qui voulaient pas travailler avec moi parce que de toute manière, je suis une nana. Donc, qu'est-ce que j'y connais à la musique, moi ? Mais sinon, ouais, surtout, en fait, on en revient toujours au même point, c'est que t'es une nana, donc t'y connais rien. Toi, t'es juste bonne à mettre des new rock, porter des mini-jupes et des collants résille et aller traîner ton cul en concert, faire la groupie, mais c'est tout, quoi. Et si t'es sympa, tu fais un peu de com, quoi. Ouais, et puis alors, le pire, c'est que si tu sors avec le mec d'un groupe, bah t'es juste la nana d'eux, quoi. Est-ce que tu peux me rappeler, parce que je l'ai vraiment plus en tête, le podcast de Meufs dans le métal ? Hystérique. Merci, je l'avais partagé à Aline de Solstice Writings. Je l'ai vu passer, voilà, c'est ça, je l'ai vu passer par Change d'en disque, je l'ai partagé à Aline, qui ensuite je l'ai vu repasser sur ta story. Est-ce que tu nous le conseilles ? Alors j'imagine que oui, mais qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? Bah alors c'est un podcast qui a été fondé par 2 nanas et du coup elles se sont décidées, alors je crois qu'elles sont musiciennes, il me semble. Elles se sont décidées à parler surtout de ce qui a trait aux agressions. D'accord. Parce que c'est vrai que dans le milieu du métal, on a tendance à croire qu'on est tous des bisounours, qu'il peut jamais rien se passer de mal parce qu'on s'aime tous. Alors qu'en fait, clairement, tu mets les pieds au Hellfest, concrètement, il y a peut-être 100 personnes qui t'ont touché les fesses ou les seins, histoire d'eux, hein, parce qu'on est tous collés, donc pourquoi pas. Et il y a elles reviennent sur plein d'histoires donc d'agressions et également de manque de respect de la part de leurs confrères. Ok. Juste parce que ce sont des nanas. Et alors, j'ai pas écouté tous les épisodes. Le dernier que j'ai écouté, je crois que c'était sur... Il y avait une journaliste qui travaillait chez My Rock. Et pareil, on lui manque de respect parce que c'est une nana, quoi. En fait, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours, sauf que dans notre milieu, c'est exacerbé, quoi. Ouais, tout un sujet. Et en même temps, c'est ultra important d'en parler parce qu'on peut pas continuer à croire que voilà, parce que c'est le monde du métal ou le monde du rock, c'est normal, quoi. Enfin, non. Ou alors, la grande excuse de ces messieurs, c'est non, mais tu comprends, il a bu trop de bière, donc du coup, voilà, là, il a un comportement un petit peu déplacé, mais il est pas comme ça dans la vraie vie, hein. Bah, en fait, j'en ai vraiment rien à carrer, quoi. Enfin, tu gardes tes mains là où je peux les voir et tout va bien se passer. Dans tes poches, si possible. On s'approche tout doucement de la fin. Quels sont les conseils que tu peux donner à un artiste pour l'aider à avancer dans son projet, donc réfléchir et mettre en place ton identité visuelle ? Aujourd'hui, ne pas avoir peur de faire appel à un professionnel et d'investir un petit peu de sous dans toute la partie visuelle de sa musique. Je pense foncièrement que c'est un très bon investissement pour avancer. Voilà. Ok. Après, pour tout ce qui va concerner l'identité visuelle, noter ses idées, essayer de faire parler sa propre musique, d'imaginer ce qu'elle nous évoque et d'en parler avec la personne qu'on va choisir pour réaliser tous nos visuels. Et encore une fois, je le répète, on choisit son graphiste en fonction de son style, comme on choisit son tatoueur. On va pas prendre le premier graphiste trouvé parce qu'il est pas cher. On va chercher les gens parce qu'ils ont une patte artistique qui nous plaît. Voilà. Oui. Et quels sont tes conseils aux professionnels qui nous écoutent ? Respectez-vous, respectez-nous, respectez le monde en général. En fait, pour faire très simple, si vous êtes un professionnel, soyez professionnel dans tous les sens du terme. Voilà. Faites votre taf correctement, respectez les gens avec qui vous travaillez, et puis en fait, tout se passera très bien.
Eh bien, merci pour tout ton temps, Madeleine. Vraiment, c'était alors un épisode hyper riche, évidemment. J'espère que tu ne seras pas trop contactée par les artistes pour bosser avec toi. Non, mais allez-y. Ils peuvent venir vers toi. Je suis certaine que... Sur un malentendu, voilà. s'il y a un projet qui passe bien, je peux peut-être faire une entente à mon propre règlement. Oui, non, mais de toute façon, tu es hyper talentueuse et je sais que si un projet te plaît et si la personne en face, tu la sens bien, tu la renifles bien, je suis sûre que tu vas foncer dedans. T'es une passionnée, c'est tout, c'est comme ça. Tu peux pas faire autrement. En tout cas, c'est gentil, merci. Mais c'est moi qui te remercie pour ce temps et pour tout ça et trop bien. Et j'ai hâte que cet épisode sorte et ça va aider énormément de personnes et on a remis la balle au centre parce que en plus, j'avais jamais eu d'épisode purement identité visuelle, graphisme. Enfin, tu étais ma première graphiste DA, en fait, du podcast, en presque plus de 60 épisodes. Donc, il était temps, en fait, d'en parler. Et tu as vraiment donné de très bons conseils. Tu as montré vraiment l'envers du décor. Comment est-ce qu'on travaille avec une personne qui fait ce métier-là et comment est-ce qu'on peut avancer visuellement aussi dans son projet. Donc, merci pour ça. Merci. Voilà. Merci à toi. C'était cool. Tu reviens quand tu veux. Si un jour il y a une prochaine carrière dans la musique ou pas, si tu as des news juste à nous dire, des updates, tu n'hésites pas, tu reviens quand tu veux. Et puis à très bientôt, Madeleine. À bientôt. Merci. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tuned. Justin Tuned. Justin Tuned.